Retrouver pour cette nouvelle séance de ciné-première. Merci d'être aussi fidèle pour voir cette œuvre magistrale consacrée à cet artiste extraordinaire, Nikit Saint-Phal, un film qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et nous aurons beaucoup de plaisir à partager avec vous en bord de scène, comme nous avons traditionnellement l'habitude de le faire, avec Madame Mariana Giacomel, ancienne directrice du Festival du film international de La Haye, partager avec vous nos émotions, nos retours, nos ressentis, et puis aussi un peu de la vaste culture cinématographique de Mariana. Donc, avec beaucoup de joie, je vous souhaite une excellente séance. Chers amis, chère Mariana Giacomel, nous voilà plongés dans l'infini de l'œuvre de Nikit Saint-Phal, l'infini de cette féministe avant-gardiste et dans la profondeur de sa souffrance et de son combat. Un combat qui ne cesse de se prolonger jusqu'à aujourd'hui. Alors Mariana, quelle réaction après la vision de ce film? Moi, j'ai ressenti quand même un grand manque pendant la totalité de ce film, c'était de ne pas pouvoir contempler les œuvres de Nikit Saint-Phal, et je crois que ça a été un des défis de la personne qui a réalisé le film, qui n'a pas eu l'autorisation de filmer les œuvres de Nikit Saint-Phal. Et je dois dire que, bon, personnellement, je connais bien son œuvre, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Donc je voyais les œuvres qu'elle réalisait au fur et à mesure qu'elles étaient évoquées, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tous les spectateurs. Et je trouve que ce grand silence de l'œuvre magistrale, enfin grand silence visuel, puisqu'on ne peut pas contempler les œuvres de Niki de Saint-Phal dans ce film, c'est quand même un défi presque insurmontable. Et j'ai l'impression que l'émotion que véhiculent les œuvres de Niki de Saint-Phal est absente du film, et j'ai l'impression que pendant toute la durée du film, malgré tous les efforts de la réalisatrice de nous transmettre à la fois la tragédie et la majesté de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, quelque part échoue parce que on n'arrive pas à franchir, j'allais dire, cette barrière de l'émotion, parce qu'on ne peut pas contempler ces chefs-d'œuvre de Niki de Saint-Phal. Réaction, Mariana. Oui, tu as parfaitement raison. Et je suis en train d'expliquer ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire il y a un manque, mais peut-être qu'il y a aussi un plus, et c'est-à-dire que la réalisatrice elle a été forcée à ne pas utiliser les œuvres de Niki Saint-Phal, mais elle a concentré son attention sur Niki elle-même, pas sur son art, la réalisation de l'art, le produit final, mais le chemin pour arriver à l'art. Parce que c'est un chemin personnel, d'arriver à se exprimer, à se libérer des fantômes, à se découvrir elle-même et parler à soi-même et au monde à travers son art. Et on peut voir Niki de la point de vue de son tableau, pas de ses nanas, de tout ce qui vient après de ces périodes, mais on voit l'art qu'elle voit elle. Et on voit elle qui est en train de faire de l'art, dans ses gestes, dans sa rupture, quand elle fait des débris. Quand elle brise les assiettes. Oui. Oui, c'est un dommage qu'on ne peut pas voir ses œuvres, mais c'est aussi, j'espère, une façon aussi pour qui ne connaissent pas son art, d'approfondir, d'aller le voir. Peut-être que tout le monde voit
la fontaine de Stravinsky au dehors de Centre Pompidou, ne savant pas quelle est sa fontaine à elle et à Jean Tinguely. Tinguely, oui, tout à fait, cette Oui. œuvre magistrale. Oui, Donc ces grandes nanas extraordinaires qui sont visibles un peu partout dans le monde, qui effectivement représentent ces corps féminins qui sont à la fois disproportionnés, gigantesques et en même temps torturés dans des mouvements un peu étranges, avec ces dessins, à la fois cette couleur, cette naïveté de l'enfance, de cet enfant de 11 ans qui est victime de cet inceste familial. C'est une tragédie totale. C'est très émouvant d'ailleurs de voir cette dernière scène à la fin du film où en fait ces messieurs qui viennent contempler l'œuvre, on sent qu'ils ont vécu eux aussi un drame à travers le père de famille. Donc on voit en réalité, ce qui m'a beaucoup frappé, moi dans ce film, j'ai découvert quelque chose, j'avais lu le livre Le Secret, bien sûr. Pour moi, ça a été une très grande rencontre dans ma vie, ce livre, où elle révèle l'inceste qu'elle a vécu avec son père d'une manière très émouvante, parce que le livre est manuscrit. Donc le livre n'est pas tapuscrit. Et donc la rencontre avec ce témoignage très personnel, très intime, quasi physique, qui est d'ailleurs ce qu'on éprouve aussi quand on découvre l'œuvre de Niki de Saint-Phal. Il y a une physicalité, n'est-ce pas ? Il y a un rapport quasiment charnel avec cette créatrice, à la fois de son drame et de sa transcendance de ce drame. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est qu'il est évoqué un chapitre dont je n'avais pas conscience, c'est-à-dire la réaction de ce médecin psychiatre, qui en réalité, loin de la sortir quelque part quelque part, cette thérapie, entre guillemets, apporte quand même quelques fruits, mais au final, il devient complice et elle le comprend. Elle vient lui demander une forme de pardon parce qu'il entérine ce drame d'un inceste familial terrible et d'un patriarcat aussi. Elle évoque lorsqu'il dit mais ce n'est pas possible que votre père, si religieux, si éduqué, si instruit, ait pu commettre une telle ignominie sur sa propre fille. Et il préfère brûler que d'entériner, de confronter. Donc on voit ces couches de patriarcat auxquelles elle s'expose jusqu'au sein du corps médical, jusque dans les années 1960. C'est quand même profondément choquant. Je ne sais pas si ici, aux Pays-Bas, on dit que les Pays-Bas sont quand même un pays très avant-gardiste, très, très, très libérateur. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, quelques personnes pourront réagir là-dessus? Est-ce que c'est une scène qui aurait pu être différente? Enfin, est-ce que les Pays-Bas étaient en avance d'un point de vue de la capacité à être critique justement sur ces couches de patriarcat? C'est une question que je me suis posée en regardant le film. On verra quand la salle prendra la parole. Mais en tout cas, chère Mariana, toi, Mariana, qui connais bien le cinéma mondial, est-ce qu'il y a d'autres films, à l'instar de celui-ci, qui évoquent des femmes? Alors, on pense bien sûr à ce grand film Camille Claudel. Ah ouais. Voilà, Camille Claudel ont quand même... 1915. Bon, alors c'est tout à fait différent, mais peut-être si tu veux nous faire une petite comparaison quand même d'une femme artiste géniale, extraordinaire, sculptrice aussi, peintre aussi, je crois un peu, et qui elle aussi, alors c'est pas un inceste familial que vit Camille Claudel, c'est autre chose, mais quand même, ces femmes qui sont à la fois réifiées, abusées, molestées dans leur intimité et qui en jaillissent, qui en ressortent quelque part des œuvres d'un jaillissement
de génie et en même temps de souffrance et qui sont internés dans des hôpitaux psychiatriques. De la part de la famille. C'était la mère et le frère, l'écrivain Paul Claudel, qui avait signé pour enfermer la sœur dans l'hôpital. Elle a vécu, Camille, elle a vécu presque 30 ans, je pense, dans l'hôpital et elle a été oubliée par sa famille. Elle n'a pas aussi, elle n'a pas eu aussi une tombe à elle-même. Et c'est effrayant, c'est tragique. Et dans ce film-là, on voit Juliette Binoche magistrale, comme toujours, et que dans ce film-là aussi, on ne voit pas le produit des sonars. On la voit seulement renfermée dans l'hôpital. Et elle avait déjà exprimé son art. Quand tu parles de Juliette Binoche, moi je me souviens d'Isabelle Adjani. Non, je parle de c'est peut-être une autre interprétation de Camille Claudel. Je ne sais peut-être. pas si dans la salle vous avez vu ce grand film Camille. Je me réfère au Camille Claudel 1915. Et il narre seulement cette période-là. Pour la première, et je pense aussi la dernière fois... C'est un autre film, je crois. Qui est un grand film aussi, avec Isabelle Adjani dans le rôle de Camille Claudel. C'est bouleversant. Et dans le film que je suis en train de parler, c'est le parallèle avec ce film-là, c'est qu'on ne voit pas le produit de son art. On voit seulement un moment de sa vie, qui sera la vie pour les prochains 30 ans pour elle. Oubliée, mais elle avait déjà exprimé son art. Elle était l'amant, la compagne de Rodin. Auguste Rodin. Mais comme pour Niki de Saint-Phal, c'est un monde des hommes, aussi le monde des arts. Et elle est difficile aussi dans le monde de l'art d'être acceptée en tant que femme. Et elle a fait partie du nouveau réalisme. Et on connaît tout Jean Tinguely, on connaît Yves Klein, on connaît Armand, qu'on voit ici. Mais... On les voit tous passer dans le film, d'ailleurs. Mais je pense qu'elle était la seule femme parmi ces groupes-là. Et elle a dû chercher sa position dans ce monde. Hein. Oui, alors justement, il y a eu une très très belle rétrospective que d'aucuns ont peut-être vue il y a environ 10 ans à Paris de l'œuvre de Niki de Saint-Phal qui avait été exposée au Grand Palais, ou au Petit Palais d'ailleurs, mais en tout cas je crois que c'est au Grand Palais, et c'était juste extraordinaire. Et la commissaire de l'exposition était Camille Morino, qui est une femme extraordinaire en France aujourd'hui, qui réalise des rétrospectives consacrées aux femmes relativement rares, comme tu viens de l'évoquer, dans leurs époques, et elle essaie d'exhumer leur travail, de leur rendre justice. Et au Grand Palais, c'était tout à fait extraordinaire parce qu'on avait vraiment le parcours de toute la vie de Niki de Saint-Phal avec ses premières œuvres, ses collages, puis ensuite ses sculptures, et puis aussi ses tableaux sur lesquels elle tire, et on voit les films, etc. Et puis aussi la présentation du livre Le Secret, bien sûr. Et je pense qu'il y aura une autre, j'ai vu la publicité du Grand Palais. Je pense que le vernissage, c'est en juin jusqu'à septembre, organisé par les Pompidou. Mais le focus, ce n'est pas en elle, je pense que c'est sous Jean Tinguely. Jean Tinguely. Mais il y a aussi ses œuvres. Niki. Et à Milan, il y a quelques mois, il y a eu une grande exposition de ses œuvres. Il y avait les nanas, il y avait les nanas noires, il y avait les totems, trois des totems qui sont dû être en Californie. Parce que ce qu'a fait elle, c'est aussi quelque chose de personnel. Ces fantômes personnels est aussi devenu une lutte universelle. Une lutte universelle dans tous les domaines des droits
pas seulement celle des femmes, seulement entre guillemets, mais aussi des Noirs, des malades du sida. Et c'est quelque chose que l'art doit faire, doit parler à l'universel, à chacun de nous et à tous. On voit seulement ce passage quand deux personnes qui a des problèmes. J'aimais beaucoup ces sortes de épiphanie, non-épiphanie de la méduse. Quand elle est au musée, et la méduse, elle se rappelle quelque chose d'autre. C'est extraordinaire, avec les serpents qui sifflent sur la tête. Et c'est les serpents qu'elle a rencontrés à travers ce père violeur. Oui, parce qu'en ce moment-là, elle est encore dans un moment de négation de ce qu'elle a vécu. Elle ne se rappelle plus parce qu'elle doit métaboliser. Oui. Et c'est une métaphore, le serpent. C'est un peu comme à l'inverse des épiphanies proustiennes. Les épiphanies proustiennes, ce sont toujours le temps qui va s'annuler et on va reprendre quelque chose de paisible, d'heureux dans sa vie. Pour elle, c'est une épiphanie, pas encore une épiphanie, mais quelque chose qui l'amène dans le chemin de retracer ce qu'elle a vécu, de s'en libérer et de faire de sa douleur quelque chose de positif. Aussi, l'utilisation des couleurs, c'est intéressant parce que le quotidien, c'est presque gris. Et les souvenirs douloureux se sont représentés avec des couleurs très fortes. Et il y a ce rouge de la colère, mais il est toujours entouré de ce vert. Et le vert, c'est le père, c'est ce qui a fait du mal à elle, mais je pense que aussi c'est une utilisation. Le vert, par exemple, je pense que ce n'est pas par hasard qu'il est utilisé dans les hôpitaux, dans les vêtements de médecins, pour annuler le rouge, pour annuler la couleur. Et la couleur, le son, aussi dans les rapports avec l'amant qui après, elle va l'abattre aussi. Hein. Et c'est une façon de cacher la douleur. Elle transforme la douleur et ce qu'elle a vécu en des œuvres pleines de vie. Aussi, les nanas, ce sont des œuvres d'art merveilleuses, ces femmes aux dimensions généreuses. Et on peut aussi passer à travers eux. Il y a la je pense, qui est à Stockholm, qui a été à Stockholm, et on peut entrer dans ce sont accueillantes. Il y a aussi un cinéma à l'intérieur. Ce sont aussi la femme comme lieu qui accueille et où on peut aussi socialiser. Au cinéma, comme on fait maintenant, on est en train de socialiser, échanger des opinions. Je dirais qu'elle réenchante ce corps féminin qui a été quand même, malgré tout, un corps brisé, un corps immolé, un corps molesté, un corps souillé. Et elle réenchante cet espace d'immense souffrance. En tout cas, je voulais vous faire part d'une expérience aussi tout à fait étonnante. En préparant cette session, j'ai voulu interroger l'intelligence artificielle sur la vie de Niki de Saint-Phal. Vous le croirez si vous le voulez, en interrogeant le moteur ChatGPT, il ne voulait pas me raconter l'histoire de l'inceste de Niki de Saint-Phal. Et il me barrait systématiquement les informations en disant ce contenu est sensible, il pourrait heurter des sensibilités, etc., etc. Et lorsque je lui ai dit, mais enfin, en censurant cela, vous êtes complice d'un crime absolument épouvantable, il a acquiescé de la chose. Mais néanmoins, on voit que l'intelligence artificielle a toutes sortes de biais qui sont induits sur ces notions de faire face à toutes sortes de drames qui relèvent de l'intimité. Et je pense que ça doit nous amener à réfléchir. Et que ce genre de film
magnifiquement réalisé de biopic sur des tragédies, j'allais dire, de l'humanité tout entière. Comme tu l'as évoqué, le drame de Niki, c'est un drame universel, toujours actuel, contre lequel il nous faut évidemment, j'allais dire, nous ériger les causes de ce drame, et il nous faut traiter évidemment ce mal à la racine, et la culture est là pour faire son œuvre, comme ils le disent très bien, nos artistes, à un moment donné de ce film. L'art est là pour... c'est la rédemption, c'est un des chemins de la rédemption de l'humanité. Merci beaucoup, Mariana, pour ce premier échange. Peut-être nous allons donner la parole à la salle pour recueillir vos réactions et peut-être vos commentaires. Et n'hésitez pas à prendre la parole en français ou en anglais, si vous préférez. Quelques réactions? Oui. Vous restez silencieux. Peut-être donner la parole à Monsieur Laurent Bourguignat, qui aura certainement quelque chose à nous partager. Merci, bonjour à toutes et à tous. Peut-être deux réflexions. Peut-être me lever. La première, effectivement, ce qui est déconcertant dans ce film, c'est qu'on ne voit pas les œuvres. Et à titre personnel, je ne m'étais pas renseigné avant, donc c'est une surprise. Passer le moment d'étonnement, je pense que c'est une force, parce que ça rend le film universel. Et finalement, que nous apprécions ou pas les œuvres de Niki de Saint-Phalle, la clé et le chemin sont les mêmes. Et donc, je pense que ça peut en être vrai, parce que chacun y voit ce qu'il souhaite. Et on n'est pas stoppé par l'appréciation ou non des œuvres de l'artiste. Et puis la deuxième ouverture, c'est forcément la question de l'inspiration artistique. Et la fragilité de l'artiste, la fragilité humaine, la fragilité de l'inspiration. Et il me semble que, on le voit bien ici, difficile d'arriver vers l'excellence artistique sans fêlure, sans blessure, sans un message et une revanche à prendre sur la vie. Et c'est ce qu'on voit superbement dans le parcours de Niki de Saint-Phalle, avec probablement à l'issue de cette projection l'envie d'en savoir un petit peu plus, puisqu'on s'arrête au milieu de sa vie, et on a tous envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé après, et en particulier sur la façon dont elle a appréhendé le succès qu'elle a rencontré ensuite. Voilà un petit apport à cette discussion. Merci beaucoup, cher Laurent. Peut-être donner la parole à Monsieur Patrick Driebeck, qui pourra peut-être nous donner une perception néerlandaise de ce film. Pas forcément, mais... Est-ce que Niki de Saint-Phalle est bien connu ici aux Pays-Bas? Ah oui, je crois bien. Peut-être que Donnera la je parole à devrais me Madame. tourner, parce que bon, je Attends, suis je l'ai de pas moitié connu, parisien, mais il y a certainement beaucoup de Néerlandais qui connaissent Niki de Saint-Phalle, mais qui ne connaissent pas forcément justement le drame qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Et dans ce film... Dans son enfance. Oui, pendant son enfance. 11 ans. C'est ça, exactement. Et, mais je suis d'accord avec justement ce qu'on vient de dire ici, qu'il est dommage qu'on n'ait pas pu voir dans le film l'évolution de l'artiste et comment elle a survécu sans doute ses blessures de son enfance. Ça, c'est une question à laquelle j'ai pensé aussi, et pour voir dans quelle mesure justement son art qui s'est développé, comme tu l'as déjà dit, Hélène, vers la notoriété absolument mondiale, comment est-ce qu'elle a su traduire, disons, sa rage et toute sa peine qu'elle a dû subir pendant son enfance, oui, exactement, dans cet art, et sublimer justement ses blessures. Ça, c'est une grande question que j'avais en regardant ce film.
Merci beaucoup, cher Patrick. Peut-être Madame Marie-Christine Cocascal va nous partager quelques Peut-être que toi impressions. ou Marianne, vous pourriez peut-être réagir à aussi. ce que tu viens de dire. Mariana, peut-être Oui, pendant mais- qu'on transmet. En revanche, en Italie, c'est pas une artiste très connue, hein. Je pense que une de l'œuvres plus grandes, en sens monumental qu'elle a fait, c'est les Jardins de Tarot, et c'est à Capalbio, en Toscana. Mais personne en Italie, c'est pas très connu. Mais ou bien, on n'associe pas un homme le nom avec Avec son l'œuvre. œuvre. Ah oui. Avec l'œuvre. Mais je dois C'est- dire que sur la question que Patrick évoquait, je dois dire que lorsque je suis allée voir la grande rétrospective sur Niki de Saint-Phal, moi-même, je ne connaissais pas son drame personnel. Donc il y a vraiment eu une communication autour de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, totalement détachée de son drame. Mais je veux dire qu'une fois qu'on prend connaissance de son drame, on revisite la totalité de son œuvre d'une manière totalement éclairée de l'intérieur, j'allais dire différente. Ouais. Chère Marie-Christine. Alors, je voudrais dire qu'il y a eu une exposition Niki de Saint-Phal ici à Beldenanze en 2019-2020. Exposition absolument extraordinaire Magnifique. dans le grand musée à Scheveningen. Bon, donc elle a une certaine notoriété. Merci. Deuxièmement, ce qui m'intéresse ou qui m'interpelle, c'est le rôle des femmes dans le film. J'ai l'impression que les hommes sont plus des aides que des opposants, mis à part le médecin, qui effectivement il semble aller dans son sens, puis ensuite il la casse. Il y a aussi cet amant qui est une caricature du machiste qui ressemble à son père, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, il y a la violence. Mais les femmes, il y a 2 femmes qui je me demande qui est-ce. Il y en a une qui est en fait la coucheuse d'une certaine façon, celle qui lui permet d'agir et qui lui donne confiance, qui la materne aussi d'une certaine façon. Qui semble être l'épouse de Tinguely, c'est ça, de Jean Tinguely. Je ne sais pas si C'est ce c'est qui- l'épouse, mais C'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Et puis il y a l'autre femme qui justement est très violente en lui disant mais t'es une nulle si tu vas pas à Paris parce que il faut absolument passer par Paris pour devenir artiste. Ouais. Et c'est tempéré par le discours des hommes. Donc c'est un peu bon, ça me pose question. On a une femme qui est très très positive et puis une femme qui est très négative. Oui, d'accord. Mais c'est toujours comme ça. La Malheureusement, sororité, effectivement, Marie-Christine. La malheureusement, sororité, oui, on trouve chacun de nous femmes, trouve d'autres femmes qui ne solidarisent pas. Mais la façon qu'elle a pris cette observation de la part de la femme qui est un peu violent avec elle, qui disait tu fais de ton art, c'est pas ton art, c'est un hobby. Mais tu n'es qu'une femme au foyer. Oui, tu es la femme d'un écrivain, pas une artiste. Mais elle l'a pris dans une manière positive. Elle a fait un... C'est quand même un déclencheur. Ça a provoqué un rebond. Oui, tout à fait. Mais l'autre, elle est magnifique, cette autre femme. Oui, l'autre est dans une sororité absolue. Oui, ça, c'est vrai. Elle se définit soi-même sorcière. Hein? Ah oui, elle dit je suis une sorcière. C'est magnifique. Elle tire même les cartes. D'ailleurs, après, je ne sais pas si ce fameux jardin de tarot qui est devenu son œuvre monumentale, sans doute, on peut déduire, en tout cas pour la réalisatrice, c'est l'inspiration première. Et je dois dire que le fait que les œuvres ne soient pas visibles, c'est très positif en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le discours du monsieur qui dit que ça donne une dimension universelle à l'œuvre. Oui, c'est le processus de l'art plus que... Et les couleurs sont quelque chose aussi qui est très important dans le film. Hein. Dès le début, quand on la voit marcher dans le musée avec des dalles beiges et assorties à ses vêtements. À ses vêtements, oui. Et puis ensuite, alors avec ce rouge et qui passe aussi sur ses enfants, hein, parce qu'elle peint avec ses enfants. À un moment, elle peint à un moment donné sur le bras de sa petite fille. Et sur le visage aussi. Oui, aussi. Oui, parce que en reprenant ce que vous disiez, madame, je pense que le point de vue de la réalisatrice, de la metteur en scène, c'est aussi le point de vue qu'a fait des gens Tinguely.
j'aimais beaucoup quand Jean est en train de la voir à travers un prisme. Et on voit un kaléidoscope de faces, de visages de Niki Saint-Fan. Parce qu'une femme, c'est pas seulement une mère, c'est pas seulement une épouse, c'est pas seulement une artiste. Elle est tout. Elle est tout. Et c'est la façon que Jean avait de la voir. En cela, il est très féministe, je Oui. trouve. Ah, pour Oui. moi, c'est un Oui. film très féministe. Vous Oui. aurez bien compris pourquoi. Parce que je trouve que c'est un film qui célèbre justement cette identité féminine qui est extrêmement plurielle, qui est extrêmement en quête de sa liberté, de sa libération, de sa reconnaissance, de son incarnation pleine et entière, aboutie au-delà de toutes les limites de plafond de patriarcat, pour le coup malsain, qui aurait pu être autre, mais qui malheureusement n'est pas, avec cette complicité quand même, quand ce médecin, qui est censé quand même être la porte du salut, hein, et qui s'avère être le double tour. Et ça c'est vraiment terrible. Et je crois que toute personne qui étudie ces questions de libération du patriarcat comprend à quel point il est systémique, non pas dans une institution, dans une autre, mais vraiment dans la conscience d'une certaine partie de l'humanité, et que arriver à soulever cela, c'est tellement difficile, c'est tellement une œuvre bouleversante, je dois dire. Enfin, c'est comme ça que je la ressens très personnellement. Et je trouve que cet instant où elle va confronter ce médecin en lui disant « mais ça m'appartenait », et vous avez brûlé cela, c'est-à-dire l'ultime témoignage du fait que le patriarcat m'a broyé. Vous avez préféré le brûler parce que vous n'avez pas... Alors, soit parce que vous n'avez pas pu ou vous n'avez pas voulu voir la vérité qui n'est qu'un fait en face. Et moi, je fais le rapprochement quand même de voir aujourd'hui cette intelligence artificielle qui préfère ne pas voir la vérité en face parce qu'il y a des mots qu'on n'aime pas mettre sur l'humanité. Violeur d'enfants, violeur de ton enfant. Et ça, c'est très dur d'entendre ça. Personne ne veut le voir. Tout le monde préfère faire l'autruche. Eh bien non, il ne faut pas le faire, car il y a quand même des innocences à protéger. Il y a quand même nos innocences. J'allais dire, tout être humain a un enfant en soi qu'il ne faut plus blesser, qu'il ne faut plus heurter. Et si ces pulsions existent dans notre humanité, il faut arriver à faire face, de manière totalement dépassionnée d'ailleurs. Et arriver à trouver des chemins de santé, ne serait-ce que ça, et on verra pour la sainteté, mais en tout cas au moins de santé morale et physique. Donc ça, je trouve que le film décrit bien tout ça. Mais il m'a manqué quelque chose, moi, pendant tout le film. Il m'a manqué une espèce de degré de... Oui, pour arriver à franchir ce mur de l'émotion, moi, je ne l'ai pas trouvé dans ce film. C'est étrange. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous êtes partis. Oui, monsieur, madame. Pour ma part aussi, je partage cette limite du film, dans le sens où on a l'impression que l'art a aidé Niki Saint-Phalle, bien sûr, dans sa guérison, mais en même temps qu'il y a une certaine limite et qu'elle a du mal à être mère. Mais en même temps, je me dis, par rapport à ce que vous dites, là, par rapport au livre qu'elle a écrit pour sa fille, justement la place de la fille, parce qu'on sent que la fille prie pour sa mère, par exemple, c'est cette dimension spirituelle, et puis que finalement, donc, d'après ce que vous dites, c'est pour sa fille qu'elle a écrit son livre. Et je me disais, en tant que mère, elle a un peu échoué, d'après le film, mais parce qu'elle a quand même, je crois que c'est ça, en fait, qu'il y a des structures des systémiques, quoi, qu'elle a subi ce viol. Et du coup, par rapport à, par exemple, avec son fils, il y a une scène assez forte où elle veut prendre possession de l'avion de son fils et elle a du mal à lui rendre. Et je me dis, c'est quand on a souffert comme elle a souffert, elle a tendance à reproduire finalement une sorte d'abus qui se manifeste comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et alors que bon, la voie de sortie que je vois, c'est par rapport à sa fille,
où la fille elle va finalement l'aider justement à peut-être une certaine forme de libération. C'est sûr, oui. Je vous remercie beaucoup, Mariana. Certainement, ce n'était pas une mère conventionnelle, mais j'ai aimé ces deux épisodes quand la fille est en train de prier et elle dit la prière marche. Et elle lui répond aussi la médecine, parce qu'elle vient d'être opérée de la thyroïde. Et quand le fils lui dit « Oh, j'ai peur de monstres », elle lui répond « Moi aussi ». C'est pas une mère conventionnelle, c'est pas une mère rassurante, mais selon moi, c'est pas forcément qu'une mère doit mentir. Oui, non, elle est très vraie, elle est très authentique. Elle est très authentique et que j'ai perçu, c'est de l'amour quand même envers ses enfants. Et son mari aussi. Et je pense que vous dites bien les choses. Je pense que lorsqu'une personne a son enfant intérieur... Elle doit élaborer. L'enfant intérieur, quand il est tué, à travers des abus, surtout de l'intimité, ne permet pas de devenir adulte et de pouvoir ensuite aimer d'autres enfants. C'est ça, ce drame, justement, de l'inceste et de tous ces viols d'enfants et de tous ces abus de l'enfance et de la jeunesse, bien entendu. C'est mortifère, en fait. Quelque part, très souvent, les personnes, d'ailleurs, se suicident. Et d'ailleurs, elle a des instincts suicidaires qu'on voit bien dans le début du film. Mais parce que ce chemin de la vie, finalement, est entravé par cette violence qui est mortifère. Mais elle a su, surtout à travers les tirs. On les voit pas tellement bien ici, mais j'ai vu un petit morceau de quelqu'un qu'elle était en train d'interviewer, elle. Elle a dit j'utilise les fusils, que c'est quelque chose, c'est une arme pour faire mourir quelqu'un d'autre, qui a été inventé par les hommes, et par les femmes devient quelque chose de création. Les fusils deviennent le pinceau qui fait une œuvre d'art, qui donne la naissance à une œuvre d'art. Pas la mort, mais la naissance. Et elle dit, l'homme, ce que ne peut pas faire, c'est créer, c'est donner la naissance à d'autres êtres humains. Et je ne peux pas accoucher tous les 9 mois. Et pour moi, l'art, c'est mon accouchement. C'est mon façon de donner de la vie au monde. L'aspect très cathartique de l'art. Oui, c'est l'aspect et on voit il y a deux premiers plans au début, à la fin du film. Et c'est deux différents Nikki. C'est Nikki Matthews et c'est Nikki de Saint-Phal. Et c'est Nikki qui est, quand elle est encore une mannequin, qu'elle est plutôt... ce n'est pas un sujet, c'est un objet. Passive, oui. Passive. Elle doit... Et aussi quand elle joue au théâtre, après elle dit je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, mettre là, mettre ça. Mais... à la fin, on voit une Nikki aux cheveux coupés, une autre femme. Il change les noms aussi. Et c'est ce que nous venons de voir, le chemin de guérison de ce qu'elle n'avait pas eu. L'autorisation aussi, je pense aussi par elle-même, de faire face à tout ce qu'elle avait vécu de mal, de viol, de l'inceste et tout ça, et la vie patriarcale qu'elle doit mener. Et on voit seulement ce moment. Dans ce moment-là, elle devient ce que nous connaissons comme artiste. Et ça veut dire que la metteuse en scène quel est le premier film, parce qu'elle est une actrice. J'ai vu un film d'elle, de Ruggiero, de Ruggiero en italien. Je pense que c'est de Ruggiero en français. Oui, ce film a été sélectionné à Cannes, justement, dans la catégorie des premiers films. Oui, un certain regard. Oui. Et
elle a mis en œuvre, c'est une méta-cinéma, parce que c'est aussi son première œuvre comme metteur en scène. Il y a un méta-discours parmi l'art de la création. Magnifique. Oui. Merci Mariana. Oui, cette mise en abîme, c'est vrai que c'est très fort. Ouais, on a mis en abîme de Oui. Gide, comme Oui. Gide disait. Oui, oui. André Gide, oui. Tout à fait. Quel Oui. voyage, quel voyage. On voit que toute œuvre est palimpseste, celle-ci n'échappe pas. Oui. Merci beaucoup, très chère Mariana. D'autres réactions peut-être de la salle avant de conclure notre échange? Catherine, Mireille, une réflexion. Oui, je voudrais y ajouter une autre couche encore, et celle de la psychiatrie. Parce que quand j'ai vu le traitement, ça m'a vraiment donné du frisson. Et ça m'a fait penser à un autre film que j'ai vu il y a quelques années sur Jung et sa femme et Freud. Carl Jung, Oui. Magnifique. Et ça, c'est vraiment touchant et bouleversant. Et pour moi, ça fait penser aussi à d'autres choses. C'est que si on bat pour quelque chose, si sont son passé ou des convictions ou des idées, qu'on n'est pas fou ou folle. Mm. Et le système peut y réfléchir différemment. Donc ça, c'est le lien avec la psychiatrie qu'on est vraiment dompté. Et je crois que ça existe toujours d'autres manières et moins fort, mais ça, c'est pour moi quelque chose qui me touche. Et la question des couleurs, c'est aussi parce qu'elle fait de la peinture sur les bras de sa fille, mais c'est donner des couleurs et se donner des couleurs, être soi-même. Ouais, c'est beau. Et ça, c'est pour moi ce que le film m'a donné. Merci beaucoup, chère Mireille. C'est d'ailleurs le générique du film, hein, si vous avez entendu les paroles. C'est vraiment ça, c'est-à-dire devenir ce que l'on est. Ça reste une très difficile tâche encore aujourd'hui, encore au XXe siècle, encore au XXIe siècle pour les femmes. Et maintenant que vous êtes en train de parler, je me souviens d'un autre film que j'ai vu quand j'étais adolescente dans les années 80. C'est un film, je ne me rappelle plus le metteur en scène, mais c'est avec Jessica Lange. C'est Francis. Et c'est le biopic de Frances Farmer, je crois, une actrice des années 30. Et qu'elle est hospitalisée et elle a subi de l'électrochoc. Dans les films aussi, lobotomie, mais je ne sais pas si c'est vrai la lobotomie, mais c'est un film qui m'a vraiment touchée parce que j'avais 15 ans. Et c'est la façon de montrer la psychiatrie dans une façon que j'espère que tout le monde appartient au passé. Hein? Au passé. Oui, en vous écoutant, en t'écoutant, Mariana, me revient aussi des scènes du film consacré à la vie d'Yves Saint-Laurent, où on voit aussi Yves Saint-Laurent interné en hôpital psychiatrique. Hein. Okay. Pas très longtemps, mais un peu. Oui, et c'est le film de Bonello. Oui, exactement. Ouais. Le génie doit-il passer par autant de souffrances? En tout cas, nous avons reçu une fois de plus, grâce à ce magnifique film, Niki de Saint-Phal, une grande leçon d'humanité. Oui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'y avoir participé et merci infiniment à Mariana Giacomel d'avoir éclairé cette conversation. Merci. Merci.